Parce que nous avons suspendu le Jones Act, une fois que la situation dans le Golfe sera réglée, nous pouvons nous attendre à une très très forte baisse des prix. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que l'abrogation de la loi Jones vous apportera des arcs-en-ciel et des licornes et résoudra le problème. Et notre prochain invité est Sal Mercogliano. Il est professeur d'histoire et directeur du département d'histoire, de justice pénale et de sciences politiques à l'Université Campbell en Caroline du Nord. Il est titulaire d'une licence en transport maritime ainsi que d'un brevet d'officier de pont de la marine marchande. Il a travaillé en mer comme à terre. Après avoir quitté la fonction publique, il a obtenu un master d'histoire maritime et d'archéologie nautique à l'Université d'East Carolina, puis un doctorat en histoire militaire et navale à l'Université d'Alabama. Il a également lancé la chaîne YouTube What's Going On with Shipping après l'incident de l'Ever Given dans le canal de Suez. Bienvenue dans l'émission Sal. Comment allez-vous? Katie, je vais bien. Merci bonne, invité. Bien sûr. Et je pense que, d'ailleurs, j'ai dit Ever Given comme si ce n'était pas deux mots de la langue anglaise. J'ai beaucoup lu sur le détroit d'Ormuz, alors dans ma tête, c'était un peu comme si je parlais dans une autre langue. Donc, non, c'est simplement Ever Given. Mais je lui ai donné une tournure étrangère assez intéressante. Oui. Oh, voilà l'un des cadeaux. Ma liste de choses à faire. Oh oui, enfin c'était mythique. Moi j'appelle ça le navire qui a lancé 1000 mèmes. Oui, exactement. Changeons de sujet, ou quel serait l'équivalent maritime de cette expression? On change quoi? On vire de bord? Changer de cap. Virer de bord. Merci beaucoup. Virer de bord. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup d'expérience en navigation maritime. Mais virer de bord, je voulais vous demander de réagir à un extrait intéressant de Kevin Hassett. C'est le directeur du Conseil économique national des États-Unis. Il s'exprime ici dans l'émission State of the Union sur CNN avec Jake Tapper. Parlons du prix de l'essence. Il est élevé parce que le détroit d'Ormuz est toujours fermé à cause de la guerre en Iran et du fait que l'Iran retient le détroit en otage. Il y a un mois, vous disiez, je cite, « être optimiste quant au fait qu'il y aurait énormément de trafic qui passerait chaque jour », fin de citation, et que vous pensiez que la situation, je cite, reviendrait à la normale très très bientôt, fin de citation. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'Iran a récemment présenté une série d'exigences qui doivent être satisfaites pour rouvrir le détroit. Elles comprennent la levée du blocus naval et des sanctions, des réparations de guerre, le déblocage des avoirs iraniens gelés et la fin des attaques contre les alliés de l'Iran. Donc je ne sais tout simplement pas quand se situe ce très très bientôt. Eh bien, ça se produit déjà, Jake. Et d'abord, je ne négocie pas avec les Iraniens, et je ne pense pas que je serais très bon à ça. Mais le fait est qu'au plus fort du conflit, au début, les prix du pétrole ont largement dépassé les $100 le baril. Là, en fin de semaine, ils étaient plutôt dans le haut des $70. Je pense qu'ils tournent autour de $4,20 pendant le week-end. Si les prix du pétrole ont baissé, c'est parce que notre excellente marine américaine escorte des navires à la sortie du Golfe. Mais nous avons aussi pris toute une série de mesures, notamment en augmentant la production aux États-Unis et en suspendant le Jones Act. Ainsi, en ce moment, 100 millions de barils de pétrole produits dans le Golfe d'Amérique sont acheminés vers les côtes Est et Ouest parce que nous avons suspendu le Jones Act. Cela a exercé une pression à la baisse sur les prix. Les prix restent plus élevés que nous le souhaiterions, mais nous avons pris beaucoup de mesures. Donc, lorsque la situation dans le Golfe sera réglée, nous pouvons nous attendre à une très très forte baisse des prix, grâce à toutes ces nouvelles mesures que nous avons prises.
Je sais que vous ne négociez pas avec les Iraniens, mais vous parlez d'économie. Et vous avez dit que vous étiez très optimiste. Il va y avoir énormément de trafic qui passera chaque jour. Il y a du passage. Je ne dirais pas que c'est énorme. Ce n'est pas énorme, cela dit. Le prix a baissé d'environ 50%. Donc c'est assez impressionnant. Alors, qu'en pensez-vous? Kevin Hassett a en quelque sorte repris ce que disait l'administration au début de la guerre, que le détroit d'Ormuz n'aurait pas d'effet majeur sur le pétrole. Je crois fermement que l'administration Trump est entrée dans le conflit avec l'Iran en pensant qu'il serait court, comme en juillet 2025, quand ils ont bombardé l'Iran pendant 12 jours, puis que tout s'est arrêté. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'Iran a immédiatement, dès le lendemain du premier jour, ciblé les navires qui sortaient du détroit d'Ormuz. Et malheureusement, cela a interrompu le trafic dans le détroit. Deux problèmes se posaient. Il y avait l'assurance des navires, mais le deuxième problème majeur, c'était surtout leur protection. Et les États-Unis avaient prévu suffisamment de forces militaires pour lancer une opération offensive, mais pas assez pour mener une opération défensive, pour protéger la navigation maritime. Donc, très tôt dans la guerre, il y a eu une situation étrange. Les seuls navires qui sortaient du golfe Persique étaient des navires iraniens. Et d'ailleurs, pendant un court moment, les États-Unis ont levé les sanctions contre les navires iraniens et ont dit « Hey, vous pouvez vendre du pétrole où vous voulez ». Les États-Unis ont été confrontés à un gros problème, parce que quand vous retirez 20 millions de barils de pétrole de l'offre mondiale, il faut bien les trouver ailleurs. Et les États-Unis ont annoncé « Nous sommes ouverts aux affaires. Venez acheter notre pétrole. Venez acheter nos produits raffinés. » Et le problème, c'est qu'on a commencé à le retirer des États-Unis. Et dès qu'on commence à le retirer des États-Unis, ce qu'on a vu, c'est que les prix de l'essence et du diesel se sont envolés. Je veux dire, c'est cette hausse soudaine d'environ $1 par gallon qu'on a vue. Et Kevin Hassett, avec l'équipe économique de la Maison-Blanche, s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour limiter ça, parce qu'on va perdre beaucoup de monde très vite si l'essence n'augmente pas $1 par gallon, mais de 2, voire davantage. Ils ont donc décidé de suspendre une loi appelée le Jones Act. Et je peux en parler si vous voulez, parce que cette loi, c'était en quelque sorte le sujet central. Ils pensent que c'est un peu le bouton magique pour régler les choses. Oui, parlez-nous donc de la loi Jones, s'il vous plaît. Vous avez d'ailleurs réalisé une vidéo vraiment fascinante à ce sujet. Oui, la politique maritime aux États-Unis remonte au tout premier congrès. Je veux dire, littéralement, lorsque les États-Unis ont été fondés, le premier congrès a adopté au total 29 lois et un quart d'entre elles portaient sur des questions maritimes. Donc, dès le tout début, c'était déjà un enjeu majeur pour les États-Unis. Et depuis 1817, les États-Unis appliquent ce qu'on appelle le cabotage. En gros, cela signifie que si vous voulez transporter des marchandises entre deux ports américains, si vous voulez prendre quelque chose à New York et le livrer à la Nouvelle-Orléans, vous devez le faire sur un navire détenu par des intérêts américains, battant pavillon américain, avec un équipage américain et construit aux États-Unis. Et de nombreux pays appliquent le cabotage. Nous avons le cabotage pour le transport routier aux États-Unis. Nous avons le cabotage pour le rail, pour l'aviation. Vous ne pouvez pas monter dans un avion de Lufthansa et aller de New York à Los Angeles, par exemple. Donc, il existe différentes mesures de cabotage et différents niveaux d'application. La loi Jones était une disposition législative adoptée en 1920, à la toute fin de la Première Guerre mondiale. Pendant cette guerre, les États-Unis dépendaient fortement des navires étrangers pour transporter nos marchandises. En fait, seulement 11% de nos marchandises
étaient transportés sur des navires américains. Quand la Première Guerre mondiale a éclaté, quand l'archiduc a été assassiné par Gavrilo Princip à Sarajevo, soudainement, les navires allemands, italiens, français et britanniques ont disparu de nos ports. En fait, la bourse de New York a fermé. Tout à coup, les marchandises se sont accumulées sur nos quais. Et sans notre flotte côtière, les navires qui transportaient des marchandises entre les côtes américaines, nous nous serions retrouvés face à un très gros problème. Donc en 1920, quand nous rédigeons cette nouvelle série de lois, c'est tout un ensemble de lois. Ce que nous voulons, c'est nous assurer que les États-Unis disposent d'une base maritime solide. Et l'une de ces dispositions, la section 27, réaffirme en quelque sorte le cabotage. Seuls des navires américains peuvent assurer le commerce côtier. Et c'est de cela que parle Hassett. Ce à quoi ils ont renoncé, c'est à l'obligation d'être un navire détenu par des Américains, battant pavillon américain, construit aux États-Unis et doté d'un équipage américain, pour transporter du pétrole, du carburant et des produits pétroliers entre des ports américains. Quel est l'effet de cette dérogation? Est-ce nécessaire? Est-ce utile? Enfin, certaines personnes pensent qu'on profite d'une situation d'urgence pour faire quelque chose qui n'est pas favorable aux travailleurs. Quelle est votre analyse sur ce point? Eh bien, il y a plusieurs facteurs là-dedans. Premièrement, je ne suis pas vraiment d'accord avec la dérogation qu'ils mettent en place. Ils utilisent une dérogation au titre de la sécurité nationale. En gros, Pete Hegseth et le ministère de la Défense ou de la Guerre, peu importe comment on l'appelle, peuvent délivrer une dérogation pour la défense en disant « D'accord, écoutez, il y a un besoin lié à la défense nationale de transporter une cargaison de carburant du Texas vers la Californie. » Mais le problème, c'est que Pete Hegseth et le ministère de la Défense ne savent pas vraiment quels sont les besoins du transport maritime commercial. C'est comme si l'armée de l'air vous disait « Hey, il y a une pénurie d'avions pour transporter des gens de New York vers la Floride. » Ils ne le sauraient pas. Et donc, ces expéditions sont autorisées au titre d'une dérogation pour raison de sécurité nationale. L'autre problème ici, c'est qu'il existe des difficultés profondément ancrées, antérieures à cette crise, qui contribuent en quelque sorte à la situation. Par exemple, depuis l'entrée en vigueur de la dérogation, le 17 mars, nous avons acheminé environ 50 millions de barils de carburant. Normalement, chaque année, nous en acheminons environ 220 millions par bateau. C'est donc une quantité importante. Nous avons transporté un peu moins d'un quart de ce que nous transportons habituellement en un an. L'immense majorité de ces volumes part de la côte du golfe des États-Unis, du Texas et de la Louisiane, à destination de la Californie. Et cela s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, la Californie a réduit sa capacité de raffinage de 19% au cours des 2 dernières années. Seulement sur les 2 dernières années. Au total, sa capacité de raffinage a chuté d'environ 1/4 en 5 ans. Donc la Californie n'a pas la capacité de recevoir du pétrole d'Alaska provenant de ses propres puits et de le raffiner, ce qui veut dire qu'elle doit en importer. Elle en faisait venir beaucoup d'Asie parce que c'était moins cher. Elle s'approvisionnait auprès de raffineries en Chine, en Corée, au Japon et le faisait venir par bateau. Mais quand le détroit d'Ormuz a été fermé, le pétrole qui devait aller vers l'Asie de l'Est s'est tari. Et ces raffineries ont dit « Nous n'avons pas de carburant aviation, ni de diesel à vous vendre. » Alors ils ont dû aller en chercher sur le marché libre. Et la source qu'ils ont trouvée se situait sur la côte du golfe du Mexique, aux États-Unis. Donc, y avait-il un besoin? Oui, il y avait un besoin. Je me demande si c'était vraiment un besoin de sécurité nationale, ou plutôt l'échec de notre politique énergétique à trouver un moyen de l'obtenir. Et je pense que c'était l'un des grands enjeux.
Je note aussi qu'il y avait probablement d'autres moyens d'acheminer ce carburant là-bas. Peut-être sur des pétroliers américains qui ne sont pas construits aux États-Unis. Mais ils auraient pu le faire. Donc, ce que nous avons vu, c'était vraiment une occasion que les compagnies pétrolières se sont empressées de saisir. Je note également un élément intéressant. Si l'on regarde la quantité de carburant que nous avons fait transiter entre les ports américains, elle est bien inférieure à la quantité que nous avons exportée. On exporte beaucoup de pétrole et de gaz des États-Unis parce que c'est plus avantageux pour les compagnies pétrolières et les négociants de les vendre. Si j'ai une cargaison de diesel dans le port de New York et que je peux obtenir $1 de plus par baril en Europe, je vais la vendre à l'Europe. Et ensuite, je vais m'écrier « Hey, on est en train de manquer de diesel à New York. » Et je ne sais pas pour vous, Katie, mais moi, je n'ai vu aucune pénurie de carburant en mars ou en avril cette année. Je n'ai vu personne tomber à court d'essence. Donc, ce que c'est clairement, c'est une sorte de petit tour de passe-passe qui consiste à déplacer le pétrole et les carburants d'un endroit à l'autre. Et quel impact cela a-t-il sur les travailleurs? Soyons clairs, il y a deux camps dans ce combat, et ces deux camps ne s'entendent pas. C'est comme les supporters des Yankees de New York et des Red Sox de Boston. Ils ne seront jamais d'accord sur quoi que ce soit. Et j'essaie d'être aussi objectif que possible dans ce débat, parce que je pense qu'il y a de chaque côté une marge de changement. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que l'abrogation de la loi Jones vous apportera des arcs-en-ciel et des licornes et résoudra le problème. En même temps, nous devons probablement réfléchir à la manière de modifier cette loi pour la rendre plus progressiste et plus actuelle, alors qu'elle a été adoptée il y a 106 ans. Mais l'essentiel ici, c'est que nous devons parler de la manière de faire en sorte que cela fonctionne pour les gens. Parce que vous parlez de licencier des personnes. L'une des choses que fait la loi Jones, c'est d'assurer un service dédié. Nous savons ainsi qu'il existe une flotte de navires, au moins 55 pétroliers, environ 30 remorqueurs et barges, qui transportent du pétrole et du gaz le long des côtes des États-Unis. Cela veut dire qu'ils sont là pendant les tempêtes. Ils sont là quand il fait beau. Donc cela assure un service fiable. Oui, d'accord, intéressant. Et je sais qu'il y a par exemple le Cato Institute, vous voyez, ce groupe de réflexion libertarien. Ils adorent ça, non? C'est un de leurs sujets de prédilection. Je veux dire, ils ont quelqu'un à plein temps qui s'occupe de ça. Et ils écrivent beaucoup là-dessus. Ils ont écrit sur moi. Donc, je veux dire, j'ai été la cible de certains de leurs articles.